Salut tout le monde, c'est Sam Redshoes et vous regardez la vidéo des résultats de WWE Battleground donc qui a eu lieu hier soir au Verizon Center à Washington DC. J'ai fini de regarder le show tout juste ce matin. J'étais un peu fatigué donc j'ai eu du mal à le terminer, en direct. J'ai dû regarder les deux derniers matchs seulement ce matin. Donc voilà, c'est encore bien frais dans ma tête. J'ai pas pris énormément de notes, j'ai pris sur mon téléphone parce que j'avais la flemme de sortir un papier et puis de noter des trucs et par-ci, enfin là. Mais j'ai regardé tout le show. Je vais essayer de speeder un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Je vais faire une deuxième vidéo là, donc vous allez le voir pour le draft. Et puis voilà. Déjà globalement, ce qu'on peut dire avec ce show, c'est que il était pas mal, mais sans plus en fait. On a eu du bon match. Le meilleur match, bien sûr, c'était Sami Zayn et Kevin Owens, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Et ça a d'ailleurs été le match le plus long de la soirée, ce qui est assez impressionnant, on va dire. Mais voilà, c'était pas un excellent pay-per-view non plus. Faut savoir qu'il y avait deux titres qui n'étaient pas non plus mis en jeu. Je trouve que pour un pay-per-view qui marque la dernière, la fin de la Brand Extension, c'est la fin de, on peut remarquer le début de la séparation des rosters. Je trouvais qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais voilà, je vais parler donc du show, bien sûr, parce que c'est pour ça que je fais des vidéos depuis 2 ans et demi. Le kick-off, alors comme d'habitude, Renee Young, Byron Saxton, Renee Young, Booker T, Corey Graves et Jerry Lawler avec l'interview backstage. Donc là c'était intéressant ce coup-ci parce que c'était l'interview backstage avec les questions de Twitter avec Tom Phillips. Donc il y avait Mick Foley et Daniel Bryan, les managers généraux de Raw et de SmackDown. Donc il y a eu 2-3 questions assez intéressantes et notamment celle sur les Hall of Famers qu'ils auraient choisi, que je trouvais que c'était plutôt bien amené. Donc voilà, on est passé sur le match suivant. Donc c'était les Usos qui affrontaient Breezango et pas Breezango comme j'ai dû le prononcer hier. Donc c'était assez facile de prédire une défaite des Usos vu que on les a pas vus depuis quelques semaines et que Breezango on les voit un petit peu toutes les semaines à SmackDown. Ce match n'avait en soi pas grand intérêt et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas eu de grosses fautes. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est juste parce que j'ai toutes les notes sur mon téléphone et que toutes les minutes, il se met en veille. Donc voilà, faut que je le rallume de temps en temps. Voilà, le match était un petit peu bordélique, donc c'est Breezango qui a gagné. J'ai mis 3 sur 5 parce que alors j'ai pas vraiment de souvenir parce que c'est le match le plus loin que j'ai regardé dans le temps. De ce que j'en ai pensé, il y avait pas il y aurait pu y avoir mieux pour chauffer le public. En tout cas, c'est typiquement le genre de match qu'on pourrait voir dans les shows hebdomadaires comme là à SmackDown, parce que les deux équipes sont à SmackDown. Est-ce que ça va emmener une rivalité après pour faire évoluer Breezango? Ça pourrait être une idée, parce que même si les deux catcheurs même si Fandango et Tyler Breeze ont un bon niveau, il faut encore qu'ils se fassent qu'ils fassent un peu leur preuve en tant que tag team. Et je pense que face aux Usos, ça peut être une bonne idée. C'est bien sûr pas la seule équipe qui est à SmackDown, mais je vais revenir plus tard sur le draft. 5 minutes ce match, donc il était à la fin du kick-off. C'était pas énorme non plus, c'était pas mauvais. C'est pour ça que je mets 3 sur 5. Ça correspond à 12 sur 20 et c'est la note qu'on donne quand on a fait un travail moyen, plus que bien, donc entre moyen et bien, voilà, mais sans plus. Donc le show après a commencé, on a démarré avec Sasha Banks, qui est donc sa partenaire mystère, qui affrontait donc Charlotte et Dana Brooke. Je trouvais ça un tout petit peu dommage que ce soit au début de show, mais d'un autre côté, il n'y a rien de tel pour lancer un pay-per-view parce que elle a choisi Bayley, pardon. Moi je m'attendais à Paige, je trouve que Bayley est encore un meilleur des choix. Il y a quelqu'un qui avait pensé à Nikki Bella. C'était une bonne idée, mais comme je lui ai répondu, je trouvais ça pas très logique venant du personnage de Sasha Banks d'inviter Nikki Bella. Surtout qu'elles ont pas grand chose à faire ensemble, les deux divas. Mais bon, mon argument ne tient plus étant donné que Sasha Banks a décidé de prendre Bayley alors qu'elles ont eu des matchs
gargantuesquement génial pendant leur période à NXT. Donc voilà, mais je pense quand même que Bayley restait le meilleur des choix en tout cas pour donner vraiment accrocher le public. Le match était bien cool. On a eu, il était construit de manière à ce que ce soit Bayley qui termine un peu le match aussi, mais c'est Sasha Banks qui a fait abandonner Charlotte. Ce qui en soi donc bien sûr était assez logique. Un jour je vais essayer de trouver un autre mot que logique, parce que si on veut que Sacha reste dans la course au titre, il faut qu'elle gagne un petit peu quelques matchs, au moins face à Charlotte ou au moins face à Dana Brooke. J'ai du mal avec Dana Brooke d'ailleurs, j'arrive pas à adhérer au personnage et au catch non plus d'ailleurs. J'ai mis 3 sur 5. Le match était sympa. On a eu une petite botch à un moment donné. C'est ça le problème des botches quand elles sont suffisamment grosses pour vous sortir des matchs, c'est que ça casse un petit peu la note globale qu'on pourrait donner à ce match-là. Voilà, sympa, mais il a pas duré assez longtemps. Voilà, je trouve que 7 minutes 25 pour les top divas, enfin les top femmes, on va dire, de la WWE, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc voilà ce que j'en pense. Donc les deux, Sasha Banks et Bayley se sont fait un câlin à la fin du match. Donc c'était voilà, ça a fait sourire tout le monde. C'était plutôt sympa quoi. Voilà. Par contre, quand on pense au futur, parce que du coup, si Sacha a battu la championne des femmes, possible aussi que Bayley intègre le roster principal et de se rentrer elle aussi dans la course au titre. Pourquoi pas? Donc ça, c'est la question qui ressort de ce match-là une fois qu'il a été terminé. On a enchaîné avec la Wyatt Family et les New Day qui s'affrontaient en six-man tag team match. Là où c'était intéressant, c'était bien sûr comment Xavier Woods allait gérer comment le catch Xavier Woods allait être géré face à Bray Wyatt, parce que on a l'impression que Bray Wyatt arrive à hypnotiser Xavier Woods en tout cas. On a eu beaucoup d'actions, ça allait très vite, il y a eu très peu de temps mort, c'était propre, c'était bien fait. Donc Xavier Woods, il a eu 2-3 passages où il était un peu subjugué par Bray Wyatt. Et c'est un petit peu Kofi Kingston et Big E qui lui ont remis les pieds sur terre, on va dire. Notamment au début de match où c'est Xavier Woods qui a décidé de commencer. Donc du coup Bray Wyatt est rentré sur le ring aussi. Puis vu que Xavier Woods commençait à être subjugué par ça, c'est Kofi Kingston qui s'est tagué pour rentrer dedans. Et à la fin du match, les deux hommes se sont retrouvés face à face et alors je saurais plus exactement comment vous dire, mais Xavier Woods a commencé à vouloir se mettre à genoux devant Bray Wyatt comme s'il s'offrait pour un Sister Abigail quoi. Mais ça a été empêché, je ne sais plus par quelle raison, je ne sais plus si c'est un des gars des New Day qui a empêché cet état de fait. Voilà. C'était un super match. J'ai mis 4 sur 5 parce que ça valait le coup. Les New Day font des matchs de mieux en mieux. Surtout la fin de match était vraiment excellente. Belle perf de Xavier Woods, en tout cas sur la fin. C'est vrai que celui qui fait les plus grosses perfs, il y en a, ils sont tous les trois sont très bons en fait. Je pense que c'est ça qui fait la force de l'équipe des New Day, c'est ils sont tous les trois capables de sortir des grosses perfs et pas l'un après l'autre sur 2 matchs qui suivent. C'est tous les trois en même temps. En tout cas là c'était vraiment le cas. Là je pense que c'est leur match référence pour faire pour que les trois, montrer que les trois sont capables de faire des bonnes performances ensemble. Enfin pas en mouvement tag team, mais ils peuvent les trois être bons en même temps quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui ressortira plus que l'autre. Là les trois c'était vraiment équivalent, au point de, selon moi, de passer devant un peu la performance de la Wyatt Family. Qui bien sûr est toujours porté par les perfs de Bray Wyatt, hein, c'est lui qui a fait le gros du travail de leur côté. Donc c'est eux qui ont gagné la Wyatt Family, donc avec la Sister Abigail posée sur Xavier Woods, si je dis pas de bêtises justement. Mais vu la manière dont le match s'est déroulé, j'allais dire cette rivalité est amenée à continuer. Non, bien sûr que non, parce que si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Bray Wyatt est à SmackDown et que l'entière équipe des New Day est à Raw. Donc je trouve ça un petit peu dommage de nous avoir fait du teasing avec Xavier Woods qui était à moitié en train de tomber sous le charme de Bray Wyatt, alors que finalement ça ne va pas se faire. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps voilà, ils ont toujours le titre derrière, donc ils vont pas repartir sans rien les New Day. 4 sur 5 pour l'instant, match le plus intéressant de la soirée au point où j'en étais.
Et puis ça a enchaîné avec le match pour le titre des États-Unis. Donc Rusev, le champion qui affrontait Zack Ryder. Alors je reviens sur le fait que j'avais dit que, étant donné que les champions des titres mineurs et les challengers, ils appartenaient pas à au même roster. Donc du coup, je pense que si l'un gagnait, l'autre gagnait aussi. Enfin, soit les deux champions gagnaient, soit les deux challengers gagnaient. Voilà, c'est comme ça que je voulais qu'il faut que j'explique la chose. Donc, eh ben, je me suis pas trop trompé sur ce coup-là parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Concernant le match, Nana, oui bien sûr. Lana était magnifique, mais comme jamais, j'essaie de vous retrouver une petite photo parce que là, je l'ai jamais vue. Bon, elle a un charme fou cette Nana, mais là, elle était vraiment super belle par rapport à. Pourquoi je parle de Lana? Ah oui, parce que je suis amoureux, c'est vrai. J'ai mis 3 sur 5, 3,5 sur 5 pardon à ce match-là. Parce que le match était cool, on a eu un bon partage, même si c'est vrai voilà. Ce que j'avais peur, c'est qu'on se rapproche aussi du squash match et que Zack Ryder finisse par gagner un petit peu à la zob. Ça n'a pas été le cas, au contraire, il a fait une bonne perf, il a sorti des bons mouvements, c'était propre. Donc voilà, il était pas très loin de vraiment de gagner, mais on a eu presque un match équilibré, on va dire. Et entre Rusev et Zack Ryder, c'est pas quelque chose auquel on aurait pensé de premier abord, de prime abord, premier abord. Bon, j'en sais rien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Donc à la fin du match, bah, comme d'habitude, Rusev donc par soumission, donc là, comment ça s'appelle son putain, j'ai bouffé le nom de sa prise de finition, on s'en fout. Et donc il fait abandonner Zack Ryder après une trentaine de secondes de résistance de la part de Zack Ryder, donc ça c'était plutôt pas mal aussi. Et puis il décide de continuer à le rouer de coups après le match. Et puis là on entend une musique dont je connaissais pas assez parce que je connais pas assez bien les superstars d'NXT, il faut que je sois franc avec vous. Mais c'était Mojo Rawley, qui se pointe pour défendre Zack Ryder. Alors si j'ai bien compris, c'était son partenaire tag team quand Zack Ryder était à NXT. Mojo Rawley s'est mis à gueuler vers Rusev et deux doigts de se foutre sur la gueule. Rusev semblait complètement impassible. On pouvait, de marbre, il a pas bronché d'un poil. Par contre, de mémoire, vu que Mojo Rawley vient tout juste d'arriver à SmackDown, ça me fait poser la question du pourquoi. D'une, parce que Zack Ryder, alors peut-être qu'ils vont reformer leur tag team avec Mojo Rawley à SmackDown, mais en tout cas on va pas avoir de Mojo Rawley face à Rusev pour le titre US parce que Rusev est à Raw et que Mojo Rawley est à SmackDown. Donc ça m'a permis de penser très facilement que le Miz allait gagner face à Darren Young, mais je vais y revenir plus tard parce que il y a eu un autre match entre temps qui était pour moi le meilleur match de la soirée. C'était Sami Zayn contre Kevin Owens. Victoire donc de Sami Zayn. Le public était à fond dedans, mais c'était on a eu du classique dans le côté la fin qui part vraiment dans tous les sens avec des prises contrées et plusieurs finishers, tout ça. La fin de ce match était vraiment immense, notamment vraiment la toute fin où en fait Sami Zayn a réussi à porter son leva kick sur Kevin Owens. Kevin Owens a commencé à s'effondrer, puis il était contre la poitrine de Sami Zayn. À un moment assez particulier, puis Sami Zayn il l'a récupéré, on pensait qu'il allait lui dire quelque chose, puis en fait il l'a refoutu dans le ring pour lui remettre un deuxième leva kick. 1, 2, 3, victoire clean de Sami Zayn avec beaucoup d'émotion. Je pensais, j'ai même cru un moment que les deux gars, tellement ils avaient mis d'énergie dans leur rivalité, qu'ils allaient finir par montrer qu'ils sont toujours copains dans la vraie vie et puis voilà, se faire un câlin. Mais non, mais il faut avouer que la victoire de Sami Zayn était vraiment appréciée en tout cas par le public, par moi aussi. Et puis il a très ému en tout cas, le personnage qu'il incarne, donc il était vraiment ému de ce chose là. Donc c'était le match avait vraiment tout pour plaire. Mais niveau qualité technique c'était excellent, donc 4,5 sur 5 sans contestation. Je vais enchaîner avec Natalya face à Becky Lynch. Alors ce match arrive beaucoup trop tard dans le show. C'est déjà dommage qu'il arrive après le match de Charlotte et de Sasha Banks. Surtout que cette rivalité, elle a commencé un petit peu, elle a commencé à Money in the Bank, mais je veux dire, il y a eu 2-3 passages pendant les semaines entre les deux divas.
Mais c'est pas une rivalité de premier plan, ni même de second plan. Donc je trouvais que c'était assez tard dans le show pour le mettre. Étant donné que cette rivalité était... C'était facile de deviner qu'elle allait continuer parce que les deux divas sont dans le même roster. Les deux femmes sont dans le même roster, bordel. C'était pas facile de penser que c'est Natalya allait gagner. Bah, c'est ce qui s'est passé. Alors je saurais plus vous dire par quoi elle a gagné. Je sais plus si c'était par soumission avec le sharpshooter. Je crois, voilà, c'est ça. C'est ça. Le match était sympa sans plus. Je veux dire, il était propre, mais enfin, c'est difficile de se mettre dedans. Natalya, même si elle a du talent, je sais pas, elle a un problème. Elle n'arrive pas à accrocher des gens. Le match, voilà, sans grand intérêt, à part juste confirmer cette rivalité qui va continuer jusqu'à SummerSlam, je pense facilement. J'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ça. Bonne performance des deux. De toute façon, c'est Becky Lynch et Natalya, donc fallait pas s'attendre à ce que ce soit dégueulasse non plus, quoi. Donc voilà. Après, le Miz face à Darren Young pour le titre intercontinental. Alors je prends ma feuille qui est ici. Je la pose là, un endroit où elle tombera pas. Voilà, donc genre pas contre le ventilo par exemple. Voilà, très bien. Le match était pas mal, il part bien. Mais le problème c'est cette fin qui était un petit peu what the fuck. Parce que belle performance des deux gars jusque là, en tout cas vers la fin du match, à un moment le Miz décide d'en avoir marre et de se barrer. Il fait ça à Darren Young et il commence à s'en aller. Bob Backlund se met devant lui, il l'empêche de passer. Du coup, le Miz, pour pas taper une légende, il revient sur le ring, il remonte sur le ring, il commence à refaire son truc. La Maryse arrive vers Bob Backlund, elle lui envoie une gifle monumentale. Bob Backlund, il commence à s'énerver, il décide d'enlever sa chemise. Du coup, le Miz redescend, il s'énerve face à Bob Backlund, il le pousse par terre. Du coup, ça commence à partir en couille et Darren Young décide de ressortir et puis d'attaquer misérablement le Miz pour avoir attaqué une légende. Et du coup ça s'est fini en double disqualification. Alors c'était tout à fait logique de penser que Darren Young, vu qu'il allait perdre, que les deux catcheurs ne se reverraient pas pour une deuxième confrontation. Mais de là à le faire perdre en double disqualification, c'est complètement pourri. Je suis désolé, mais faut ajouter un petit peu de crédibilité au personnage de Darren Young. Alors certes, ça a montré qu'il avait une certaine rage de vaincre parce qu'à la fin, il a regardé ses mains. Je pense que c'était un clin d'œil à ce que faisait Bob Backlund à une certaine période. Mais j'ai trouvé ça dommage de faire terminer le match en double disqualification, quoi. Alors certes, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais pour le titre intercontinental avec une performance posé comme ça derrière, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc 3 sur 5, pas plus à ce match là. Et j'ai un peu les boules pour Darren Young que ça se termine comme ça. J'espère que ça va pas trop lui flinguer son personnage et qu'il va pouvoir continuer à rentrer dans la course au titre, mettons face à Rusev, hein, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant aussi. Donc après on a eu John Cena et Enzo Amore qui affrontaient le club. J'avais pensé que c'est le club qui allait gagner parce que c'est la dernière fois qu'ils se retrouvent ensemble. Alors certes, Enzo, Cass et John Cena, c'est la même chose, mais le club, c'était quelque chose qui existe depuis des années. Donc voilà. Un segment de début de match qui était juste hilarant. J'ai regardé ça ce matin, je me suis bidonné mais comme jamais parce que Enzo Amore, donc il est rentré sur le ring. Donc c'est John Cena qui est rentré d'abord. Enzo et Cass sont arrivés d'après. Ils ont fait leur intro en faisant My name is Enzo Amore, etc., etc. Et puis après ils ont commencé à parler du club. Bon, faut revoir le segment parce qu'il est génial. Même John Cena qui était sur un coin de ring était mort de rire. Bon, il était un petit peu condescendant dans l'idée de lever la main à la fin de la promo d'Enzo, dans le sens où c'est moi la superstar mais je soutiens les jeunes, voilà. Donc mais il était quand même vraiment mort de rire. Même Big Cass à la fin il a dit, il a pris le micro et il a demandé au public d'applaudir Enzo parce que ce qu'il a dit était excellent. C'était vraiment super drôle. Bref, en ce qui concerne le match, on a eu un petit passage assez particulier entre Enzo et John Cena et je crois que c'était Luke Gallows.
Enzo qui a tenté un crossbody depuis la troisième corde. Gallows s'est enlevé, c'est John Cena qui se l'est pris. John Cena il a récupéré, enfin ils sont tombés en arrière, puis en se relevant, John Cena il a récupéré Enzo Amore, il l'a balancé à Luke Gallows, qui l'a balancé loin. C'était assez bizarre. Mais bon, la fin de match n'était pas assez explosive. Ce que j'ai trouvé dommage, surtout pour un match avec John Cena. Et je trouvais que ce match venait aussi un tout petit peu tard dans le show. J'aurais mis un ou deux crans avant. Je pense que c'est le fait qu'il y ait John Cena qui fait que le match s'est fini assez tard dans le show. Et puis donc ça s'est terminé par un attitude adjustment de John Cena depuis la deuxième corde sur AJ Styles. C'est lui qui fait le tomber et qui donne la victoire à son équipe. Donc célébration juste derrière, hein. Le club est ressorti par la petite porte sans qu'on les voit passer devant les caméras. Voilà, le match était plutôt cool. J'ai mis 3,5 parce que c'était bien fait, c'était pas excellent non plus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est plus l'idée de ce qu'on pourrait avoir à Raw ou à SmackDown, enfin dans les shows hebdomadaires, avec un tout petit peu plus, quoi. Juste l'attitude adjustment en fin de match sur la deuxième corde de John Cena, qui apporte un petit bonus à ce match-là. On a eu le highlight reel juste après, qui était aussi pas mal. J'ai eu du mal à comprendre toutes les blagues de Randy Orton. Bon, il a eu un super pop quand il est arrivé, parce que ça faisait 9 mois qu'il était absent. Il y a une vanne qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai mis quelques secondes à apprendre, parce qu'au d'un moment Chris Jericho lui a demandé pourquoi affronter Brock Lesnar le jour de ton retour, parce que c'est quand même un mec super dangereux et tout. Et puis Randy Orton a répondu de manière assez juste, on va dire, je fais mon retour après 9 mois, il faut que j'affronte un super gars, je vais quand même pas affronter Fandango. Alors si vous aussi vous la captez pas tout de suite, je vais vous l'expliquer. Si vous vous rappelez, il y a un ou deux WrestleMania, Fandango pour son premier WrestleMania avait gagné face à Chris Jericho, et puis il y avait un petit bout de rivalité juste avant qui était assez intéressant. Et du coup Chris Jericho a tiré une tronche monstrueuse, et j'ai mis quelques secondes avant de la comprendre, celle-ci, mais ça m'a beaucoup fait rigoler. Il y en avait une aussi par rapport à... Enfin, je ne saurais même pas vous expliquer. Et même j'ai cherché la traduction en français, ça m'a pas aidé. Bref, on n'a pas appris grand chose, juste sur le fait que Randy Orton allait affronter Brock Lesnar. Il a même pas dit qu'il allait lui casser la gueule ou machin, il a même pas dit qu'il allait le battre. Avant de se barrer, il a mis un RKO à Chris Jericho pour la bonne forme. Et puis voilà, on est passé au main event avec donc Dean Ambrose, champion WWE, face à Roman Reigns, face à Seth Rollins. Donc avec l'entrée avant des GM et des commissionnaires, hein, donc Mick Foley et Stephanie McMahon, Daniel Bryan et Shawn Michaels, bien sûr, Shane McMahon. Ah oui, je voulais faire un petit point, ça j'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois. Beaucoup de superstars se sont fait suspendre au fur et à mesure des années. La principale étant Randy Orton, justement, pour des violations de drogue, conneries du genre. Et j'ai trouvé ça pas dire lamentable, si lamentable en fait, lamentable que pour une fois que la WWE décide d'en parler ouvertement et de même s'en servir pendant les promos avec celle de Seth Rollins et de Dean Ambrose et et même de Stephanie McMahon, hein, je trouve ça dommage qu'elle décide d'en parler ouvertement uniquement pour la première fois avec une superstar comme Roman Reigns, et encore lui rajouter une forme d'exclusivité. Et voilà, et en plus pour trouver les exclusivités dans la suspension aussi, il faut avoir un sacré cerveau quand même. Enfin, c'est assez particulier. J'ai trouvé ça lamentable quand même que ce soit que ce privilège, si on peut appeler ça comme ça, soit accordé à Roman Reigns, parce qu'en général les suspensions c'est quelque chose d'assez tabou à la WWE. On n'en parle pas, on sait que ça arrive mais on n'en parle pas pendant les shows, les commentateurs n'en parlent pas. Une fois que c'est fini, on dit pas pourquoi, une fois qu'une superstar fait son retour, on dit pas qu'il a été suspendu, on dit qu'il a été absent. Et là Roman Reigns, paf, ils ont décidé de le foutre en avant. Donc je trouve ça dommage que ce premier privilège lui ait été accordé à lui. En ce qui concerne ce match-là, j'ai rien noté. Bravo. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bon, c'est le match le plus frais que j'ai dans ma tête. Logique de penser, c'est logique de voir que Roman Reigns allait se faire huer de toute façon. C'était le cas.
Seth Rollins a été écarté du ring pendant les 5 premières minutes, et puis après bah, ça s'est un petit peu dispatché, dispatché, ça s'est un petit peu réparti un peu plus également, on va dire. On a eu un passage où Roman Reigns s'est fait powerbomber à la Shield à travers la table des commentateurs américains. La fin de match était assez cool parce que ça sortait de tous les côtés. On a eu un petit peu trop de Superman Punch à mon goût. On a eu un pedigree, on a eu un Dirty Deeds pour terminer le match. Un seul spear par contre, voilà, c'est bien. On revient dans le concept du un seul finisher égale fin du match. À la base c'est pour ça que ça s'appelle un finisher. Et donc si je ne m'abuse, je crois que c'est Roman Reigns qui prend Seth Rollins en spear. Et à ce moment là c'est Dean Ambrose qui arrive pour poser son Dirty Deeds sur Roman Reigns. 1, 2, 3, victoire et rétention du titre de Dean Ambrose. 4 sur 5 à ce match là parce qu'il était bon. Il n'était pas excellent, il était très bon, mais pas excellent, mais très bon, mais pas excellent. J'aurais pu m'attendre encore un petit peu plus. Bon après bien sûr faut savoir que c'est la dernière fois que ces trois là vont se retrouver sur le ring ensemble, parce que là maintenant Dean Ambrose va à SmackDown avec le titre WWE. Donc je pense qu'il va changer un petit peu d'adversaire. Donc pour SummerSlam je vois pas Seth Rollins revenir. J'aimerais bien Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam en ce qui concerne Raw, mais il faut savoir qu'il reste encore des top superstars à SmackDown. Je pense à AJ Styles et à John Cena. Dolph Ziggler va essayer de rentrer dans la course au titre, je pense, pourquoi pas. Randy Orton, lui faudra peut-être attendre qu'il termine termine son match avec Brock Lesnar. J'en parlerai de manière un petit peu plus un petit peu plus longue en tout cas, du pourquoi du comment Brock Lesnar contre Randy Orton un peu plus tard. Mais voilà, j'en ai terminé avec Battleground. Comme je vous l'ai dit, ce show était bien sans plus. J'espère vraiment que SummerSlam va sortir du lot, parce que là va falloir, hein, c'est encore un pay-per-view qui est partagé, donc je sais pas après niveau des challengers comment ça va se passer, si on va avoir un changement de titre pour le titre WWE par exemple ou autre. Vu que j'ai pas de chanson du moment, je vous laisse avec Feel Invincible de Skillet. C'était le thème principal du pay-per-view d'hier soir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à tout plus les amis. Ciao ciao ciao. Surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky.